Peut-être on peut se présenter rapidement en attendant que tout le monde arrive. Si vous voulez déjà vous présenter. Ça va, enchanté, merci pour l'invitation. Moi, c'est Thomas, je suis le CEO de Corollaire. Donc, je travaille avec Romain et le reste de l'équipe pour développer une solution d'IA pour la formation qu'on va vous présenter. Donc, on est partenaire e-Learning Touch. On est très content de ce partenariat et très content de vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. J'en dis pas trop pour pas spoiler les slides. Et du coup, Romain, je suis le cofondateur de Corollaire et je suis en charge de toute la partie tech et produit. Donc, je serai en charge de la démo par la suite. Ça roule. Et donc moi, c'est Théo, je suis chef de projet chez e-Learning Touch et on bosse de temps en temps avec Corollaire. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Il est 11h03. Donc, est-ce que déjà tout le monde voit bien mon écran, hein? Ok. Donc aujourd'hui, on est là sur un événement un peu plus global qui s'appelle Trim and Learn. Donc c'est un événement où en fait on fait plein de webinaires avec plein de partenaires qui bossent donc dans le milieu du digital learning et tout ce qui va graviter forcément autour de la plateforme LMS, des outils tuteurs comme on aura aujourd'hui, ce genre de choses. Voilà. Donc l'événement Stream and Learn, il est propulsé par e-Learning Boulevard. E-Learning Boulevard, c'est la marketplace de l'entreprise e-Learning Touch. Donc hop. Donc e-Learning Touch, aujourd'hui on a un hub de service qui est dédié au digital learning. Donc forcément, on a 4 grands pôles dans e-Learning Touch que je vous représenterai en détail tout à l'heure. Mais pour un peu les présenter rapidement, on a e-Learning Boulevard, c'est celui qui nous importe aujourd'hui, c'est la marketplace d'outils. On a une partie studio où là, on fait les créations de modules sur mesure, des plateformes LMS et une partie académie où là, on forme nos clients à utiliser soit les LMS, soit des outils auteurs. e-Learning Touch, ça fait un peu plus de 13 ans qu'on existe. On est entre 35 et 40 au bord de enfin tout au bout de la Bretagne, tout au bout de la France. Et on a un hub de service donc, qui est spécialisé dans, on va dire, dans le digital learning pour faire un peu plus simple. Voilà. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. On a 4 grands pôles. On a le pôle e-Learning Boulevard, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la marketplace où on liste tous les outils auteurs, et tout ce qui va graviter autour du LMS, hein, comme des outils tuteurs comme Corollaire aujourd'hui. On a une partie studio aussi, on fait des créations de modules sur mesure. Donc, on fait de la création de modules à la fois qui peuvent être très simples jusqu'à des choses un peu plus complexes, soit en réalité virtuelle, soit carrément de la production vidéo. On a une partie LMS Moodle. Nous, on est Moodle Partner Premium. Et donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est hébergement, maintenance, installation, paramétrage et administration de plateforme Moodle. Donc, LMS, s'il y en a qui ne savent pas, c'est l'endroit où on héberge nos contenus de formation et qui permet de les diffuser auprès de nos apprenants. Voilà. Et après, on a une petite partie, on a une partie académie où forcément, là, on forme nos clients à étudier les LMS ou des outils auteurs ou des outils un peu tiers qu'on peut intégrer dans le LMS. Pour revenir sur la partie e-Learning Boulevard, donc non-marketplace, pour essayer de faire simple, c'est une plateforme qui permet à la fois de faire forcément de l'achat de solutions logicielles, mais surtout, on va y retrouver du conseil, de la formation et des services uniques. Comment ça marche aujourd'hui, la marketplace? C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver sur le marketplace, on va trouver tous les produits, on va rentrer par une entrée projet. Actuellement, il y a 16 projets possibles, 16 entrées projet. Ce qu'on va faire, donc, c'est on rentre par l'entrée projet. Par exemple, notre entrée projet, ça va être « Ok, moi, j'aimerais bien créer un module en réalité virtuelle. » Forcément, on rentre par cette entrée-là. Ça va nous proposer des logiciels qui permettent de le faire. Ces logiciels-là, après, on va pouvoir les comparer. Et puis après, si besoin, on va pouvoir échanger avec un expert, donc avec quelqu'un de notre équipe, nous, chez e-Learning Touch. J'ai parlé très rapidement des entrées projets. Actuellement, on a 16 entrées projets possibles. Je vous laisserai aller sur le site d'e-Learning Boulevard si vous voulez toutes les voir. Et pour donner une idée, on peut avoir, par exemple, créer des ressources interactives, créer un serious game, concevoir des formations en réalité virtuelle, ce genre de choses. Une fois qu'on est sur une entrée projet, actuellement, derrière, on a 26 partenaires possibles, donc 26 solutions possibles. Pour les reconnaissances et certifications, je voulais les repréciser là, puisque j'ai parlé de Moodle et on va parler aujourd'hui quand même un peu de Moodle. Nous, on est Moodle Partner Premium, donc c'est la maison mère de Moodle qui nous certifie, qui fait des audits en fait sur les différentes entreprises qui font de la revente de Moodle et qui décerne donc des certifications quand on atteint un certain niveau, à la fois un niveau de prestation, un niveau de connaissance et aussi un niveau de sécurité serveur, par exemple. Enfin, il y a plein d'autres critères, mais je vous le simplifie. Juste au-dessous, on peut voir aussi qu'on est iSpring Partner. Donc ça, iSpring, c'est un outil auteur qui permet donc de le rajouter dans PowerPoint et de créer depuis PowerPoint des modules learning. Et après, on est aussi Calliope sur notre académie, où là, je vous l'ai dit, on forme nos clients sur ça. D'ailleurs, en parlant de nos clients, actuellement, on a environ 50-50, c'est-à-dire qu'on va avoir 50% de centres de formation, donc sur du public, ou
Enfin, et après, les autres 50%, ça va être des entreprises privées, par exemple pour de la formation en interne ou ce genre de choses. Et on est à environ 30% de croissance annuelle sur les 5 dernières années, c'est une moyenne. Aujourd'hui, pourquoi on est là? Eh ben, on est là sur une masterclass donc, qui est présentée par Romain Morvan et Thomas aussi, du coup, on ne t'oublie pas. Et donc, qui sont de là, de l'entreprise Corollaire, et ils vont nous présenter aujourd'hui donc leurs tuteurs. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est booster l'engagement sur Moodle avec les tuteurs IA de Corollaire. Voilà, messieurs, c'est à votre tour. Ben, merci pour l'intro. Peut-être avant de commencer, peut-être une petite question parmi les participants. On est plutôt sur organisme de formation, entreprise, un mélange des deux. Là, je vous laisserai, s'il y en a qui veulent répondre dans le chat, n'hésitez pas. Ok. Mystère pour le reste, mais ça change rien parce qu'on fait les deux entreprises. Ok, très bien. Formateur et digital, ok. Super. Enchanté. Merci pour ce moment. On va vous montrer quelques slides. Je vais vous montrer quelques slides qui présentent ce qu'on fait en standalone et via e-learning touch. Et après, Romain, je pense, passera plus de temps sur la démo, vraiment comprendre concrètement en quoi on peut mieux former au quotidien grâce à l'IA, qui est vraiment notre mission, et surtout répondre à toutes vos questions. Donc, Corollaire, on est une société technologique, donc une start-up, qui développe des outils digitaux, notamment IA. Donc, on est vraiment une entreprise tech qui veut transformer la formation. Nous, on pense que grâce à l'IA, on peut mieux former au quotidien, vraiment avoir un impact sur la qualité de la formation, de sa conception à son acheminement vers les stagiaires, pendant la formation, avant, après, j'en parlerai juste après. On pense que justement, l'IA, c'est à la fois un outil surpuissant et à la fois une vraie révolution cognitive qui change notre rapport au savoir à chacun d'entre nous. Et du coup, si on l'utilise bien et si on l'intègre bien en entreprise ou dans des programmes de formation, si on a un OF, on peut vraiment transformer la formation pour le meilleur des stagiaires et des formateurs. Concrètement, moi, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous utilisez déjà ChatGPT au quotidien et c'est une réalité qui est partagée par de plus en plus de Français. On a trouvé des statistiques, 86% des étudiants stagiaires utilisent déjà l'IA pour se former, donc 54% mensuellement et 24% quotidiennement. Donc, on a quand même un usage de l'IA dans la sphère personnelle, mais à but potentiellement professionnalisant, à but éducatif, qui est déjà là, qui est là partout. Et comme je disais, c'est à la fois un outil, et je pense que ça marche si bien parce que c'est un outil qui est très simple dans sa forme, et en même temps, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour apprendre. Et ça redéfinit, selon nous, fondamentalement le rôle du formateur et offre de nouvelles possibilités aux apprenants. Du coup, nous, on pense que le futur, c'est de vraiment intégrer l'IA dans la formation. On ne pense pas que l'IA va remplacer le formateur. On pense que l'IA va compléter le formateur. On pense que l'IA va compléter la formation, étendre le domaine de la formation. Et on pense que ça répond à 3 enjeux fondamentaux que vous voyez déjà. C'est évidemment, il y a une demande croissante de la part des stagiaires et des entreprises. On parle d'un outil qui est répandu partout dans la société. Donc, ça va bientôt devenir, et ça devient déjà, selon nous, un must-have, un obligatoire, comme à l'époque, peut-être le e-learning, mais vraiment, il y a une demande, on le sent, croissante de la part des stagiaires et des entreprises pour se former avec l'IA. Nous, on pense que c'est un impact tangible sur l'amélioration de l'apprentissage des stagiaires. Donc, on va leur permettre d'avoir des meilleures notes, de valider les acquis plus facilement et de manière plus homogène selon les profils et au sein d'une même promotion de stagiaires. Également, une meilleure complétion. On pense que l'IA, de par sa forme très simple, peut justement donner envie de continuer une formation, donner envie d'aller au bout, donner envie d'avoir son certificat. Donc, on pense que vraiment l'IA peut améliorer l'expérience d'apprentissage. Et troisièmement, d'un point de vue plutôt formateur ou entreprise, créer des formations qui sont plus modulaires, où le contenu va être peut-être acheminé de manière différenciée selon les personnes, de manière différenciée selon le temps, de manière différenciée selon les formats. Donc, créer des formations plus modulaires, potentiellement plus courtes, et de manière générale, on le croit, plus efficace. Donc, ça, c'est vraiment ce à quoi on répond et ce en quoi on croit fermement. Bon, évidemment, il y a plein de questions sur comment intégrer l'IA dans une formation. Nous, on voit 3 choses aujourd'hui. Je reste volontiers synthétique pour l'instant et on sera ravi de creuser dans la démo et
et creuser dans vos cas d'usage et vos questions après. Donc, nous, on voit l'IA comme potentiellement un assistant en complément d'une formation existante. C'est-à-dire que vous avez votre support en présentiel, en distanciel, avec des séances, avec des stagiaires. Et en fait, en parallèle et en complément de cette formation, vous donnez à vos stagiaires un assistant à disposition, assistant qui correspond en fait au contenu de la formation ou à un autre contenu. Et donc, le formateur donne cet assistant en complément de la formation. Donc, c'est un outil en plus, c'est un canal en plus, et c'est potentiellement des ressources en plus pour que le stagiaire apprenne plus pendant la formation et des meilleures notes, reste motivé pendant une formation existante. Le deuxième cas d'usage, c'est que l'IA peut être utilisé en tant qu'assistant au quotidien en dehors d'une formation. C'est-à-dire qu'il y a eu une formation qui a eu lieu, et peut-être qu'après la formation, l'entreprise ou le collaborateur ou le stagiaire conserve un accès au contenu de la formation grâce à un assistant du quotidien qui peut lui rappeler les concepts clés, lui faire des rappels, lui permettre de se replonger dans la formation. Et donc ça, en tant qu'organisme de formation, c'est aussi une manière d'étendre votre impact. Donc il y a une formation qui a lieu et en fait, en dehors de cette formation, vous pouvez fournir à vos stagiaires, qui ne sont plus du coup vos stagiaires, mais qui se servent normalement de ce qu'ils ont appris avec votre formation, vous pouvez leur fournir un assistant au quotidien. Troisièmement, un peu plus futuriste, c'est qu'en fait, on peut se dire, mais en fait, oui, mais l'IA, c'est tellement puissant qu'on peut remplacer certains blocs de formation. C'est-à-dire que hier, j'ai une formation qui durait 12 semaines, avec peut-être 12 séances qui étaient en présentiel, en distanciel. Mais peut-être qu'en fait, dans certains cas, les stagiaires, on va se dire, ou le formateur va se dire, bah, en fait, moi, je ne veux pas qu'il y ait 12 séances, c'est peut-être un peu trop lourd ou trop long. Donc peut-être, au lieu d'avoir 12 séances, on va avoir que 8 séances avec un formateur. Et les 4 autres séances sont remplacées par de l'apprentissage en libre service, on va dire, où en fait les stagiaires ont accès sur la plage horaire qu'ils souhaitent à un assistant qui a le contenu des séances, des quatre séances, et que le stagiaire peut apprendre à son rythme et à l'intensité qu'il le souhaite. Dans ce cadre-là, le rôle du formateur, donc, on va dire en termes de donner le cours, il est réduit, on va dire, de 12 séances à 8 séances. Et en même temps, sur les 4 séances qui ont disparu, qui sont en apprentissage autonome, bah, le stagiaire, il peut potentiellement continuer à échanger avec le formateur. Donc, en fait, le rôle du formateur se transforme de quelque chose de très vertical à un rôle plutôt de soutien pour valider peut-être des questions ou des acquis des élèves qui auraient, sur une partie de la formation, interagi plutôt avec un assistant. Donc, voilà, nous, les trois cas d'usage qu'on voit pour l'IA dans la formation. Et on est ravis d'avoir vos questions et vos idées sur ces sujets-là. Et donc, nous, concrètement, par rapport à ce qu'on vient juste de dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit? Donc, on est une société technologique. On construit une plateforme modulaire qui modernise la formation grâce à des tutoriels. Les tutoriels, ils permettent de faire 4 choses, selon nous. Ils permettent aux formateurs à dynamiser, à créer des supports dynamiques de formation. C'est un peu ce que je disais juste avant. Ils aident les stagiaires à mieux apprendre, à mieux compléter, à aller au bout, à avoir des meilleures notes, à mieux valider les certificats. Potentiellement, ils aident les employés au quotidien, en dehors d'une formation, après une formation. Et de manière générale et de manière plus transverse, on pense que ces IA, ils ont aussi une vocation de coaching, de permettre de se sentir mieux, d'être confiant et d'être prêt pour le métier de demain, soit grâce à un impact pendant la formation, soit grâce à un impact pendant le quotidien. Concrètement, alors évidemment, l'IA est partout, plein de gens lancent l'IA. Nous, comment on voit les choses? Aujourd'hui, on voit beaucoup alors, cette slide, elle est un peu vieille, mais concrètement, on voit beaucoup de plateformes d'IA généralistes, ChatGPT, Notebook, Copilot, évidemment. Pourquoi nous, on pense qu'on est meilleur? On pense qu'on est meilleur parce que les assistants de corollaire ne sont entraînés que sur le contenu du formateur. Donc, c'est le formateur qui met à disposition de ses stagiaires un assistant qui ne répond que sur le contenu qu'on lui a donné. Donc, c'est un assistant qui est très intelligent pour répondre sur le contenu de la formation, mais qui ne sait pas répondre sur qui est le président de la France, qui a gagné la Coupe de la Ligue des Champions l'année dernière. Nos assistants, ils sont vraiment beaucoup plus focalisés. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus verticalisés. On essaie de les intégrer plus profondément au LMS. Donc là, c'est des LMS plutôt éducation, mais tout ce que je dis, c'est vrai évidemment pour la formation professionnelle. On essaie de s'intégrer beaucoup plus finement à la fois au LMS et à la fois au workflow du formateur, au workflow de l'entreprise
qui lance cette formation ou qui la supervise. Donc, on est vraiment une entreprise déjà verticalisée sur le secteur de la formation et de l'enseignement. Et on a une vocation vraiment à le rester et à devenir vraiment expert de ça. Et troisième point, par rapport à du copilote, à du ChatGPT notamment, ben nous, on permet de choisir l'IA. Donc aujourd'hui, notre IA sous-jacente, c'est OpenIA. Mais en fait, on laisse la possibilité aux formateurs, à l'organisme de formation ou à l'entreprise de choisir l'IA. Est-ce que vous voulez du Mistral? Est-ce que vous voulez du Claude? Est-ce que vous voulez du Facebook? Versus évidemment des plateformes qui sont verticalisées, qui prêchent pour leur paroisse en quelque sorte, avec leur propre modèle. Nous, on pense qu'il faut laisser le choix, le choix des modèles aux formateurs et aux entreprises. Et notre formule gagnante, nous, on pense, c'est de placer le formateur au centre, enseignant au formateur, c'est-à-dire de le laisser dans la boucle tout le temps. Le but, ce n'est pas de le remplacer. Donc, même si certaines séances seront remplacées par de l'IA, le but, c'est que l'enseignant décide du comportement de l'IA, des sources, de quand l'IA est accessible aux stagiaires, et donc reste dans la boucle et reste en contrôle de tout ce qui se fait dans l'assistant. Et vraiment, c'est le formateur qui est augmenté par l'assistant et non qui est remplacé par l'assistant. Ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, dans le design du produit, et Romain va vous montrer juste après, on pense tout ce qu'on fait pour un usage du quotidien. Le but, c'est que ce soit extrêmement simple, à la fois pour le formateur, mais également pour l'utilisateur. Et troisièmement, on a un produit qui est modulaire. On va pas faire une usine à gaz. Encore une fois, c'est très simple à installer, c'est très simple de créer un assistant, c'est très simple de voir les données d'usage des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ça les trois principes fondamentaux qui nous animent, nous, quand on crée notre solution et quand on l'améliore au quotidien. Et rapidement, voilà, Romain et moi, on est deux background tech. Moi, j'ai passé 10 ans dans la tech à différents postes, notamment dans des startups, notamment chez Luco, dans l'assurance. Romain a passé 4 ans à faire de la data science dans un cabinet de conseil. On est tous les deux ingénieurs, on a tous les deux des parcours scolaires marqués par la volonté de s'élever par l'éducation, de s'élever par la formation, et c'est ça qu'on a envie de retransmettre aussi en créant Corollaire. On a également 2 développeurs d'excellence qui sont vraiment en pointe sur les sujets IA et qui font qu'aujourd'hui, on développe une IA qui est vraiment à la fois très contrainte et extrêmement forte sur les cas d'usage pertinents pour les stagiaires et les formateurs. Voilà, je ne veux pas trop parler. Déjà, parler pas mal. Ravi de répondre à vos questions, soit maintenant, soit pendant la démo de Romain. Local hébergeur en cloud, c'est une très bonne question. On vient de passer sur Scaleway. Scaleway, donc hébergeur cloud français. Donc, c'est selon nous les meilleures conditions de sécurité, on va dire, dans le monde du cloud. Après, on se laisse la possibilité de laisser justement la possibilité à nos clients de choisir leur cloud provider, voire de faire du local plus tard. Mais aujourd'hui, on pense que Scaleway, c'est très bien pour ce genre d'usage. Et pour le fine-tune, non, on fine-tune pas les modèles. On n'a aucun intérêt, je dirais, technique à le faire. Et surtout, c'est la garantie aussi pour nos clients que les données restent leurs données. On l'utilise pour enrichir les réponses qu'on fournit, mais on ne s'en sert pas ni de façon individuelle, ni de façon croisée pour essayer d'améliorer les modèles qui ne feraient finalement qu'essayer de parler dans le ton du contenu qui a été donné, mais qui serait aucunement meilleur pour répondre à des questions qui arrivent par la suite. Ok, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, d'autant qu'on est 2, donc c'est assez facile pour nous de balancer et je pense qu'on n'en ratera aucune. Donc voilà. Je ne sais pas si la réponse a suffi, Joël. Parfait. Bon, et ben si vous voulez, moi je partage mon écran. Hop. Vous me dites si vous voyez. Là, c'est tout bon. Ok. On est sur notre propre plateforme Moodle. Vous verrez, on l'a pas trop déguisé. On pourrait avoir besoin d'un petit coup de main, Théo, pour faire ça. Je pense que vous êtes bien meilleur que nous. Bon, l'idée, c'est vraiment de démontrer ce que sera un environnement d'un client concrètement. Là, vous voyez, pour gagner un peu de temps, j'ai passé pas mal d'étapes. Je suis directement dans un cours que j'ai pu créer et je me mets, je dirais, dans l'impôt d'un formateur ou d'un concepteur. Et j'ai mon cours qui est là. Je vais vous montrer une des activités, hein, mais ça, c'est un mélange de cours en natif et puis un PDF ici, par exemple. On va avoir bien d'autres types d'activités. Et
dans l'esprit, dans ce que racontait Thomas, dans l'esprit de venir apporter une brique supplémentaire à ce cours pour soit mettre en place, par exemple, de la pédagogie inversée, ou à l'inverse, il y a eu un suivi de cette séance en autonomie entre deux passages en salle en formation. Je veux créer un tuteur pour apporter ce soutien 24/7 à mes stagiaires. Donc, puisqu'on a intégré dans Moodle, et c'est vraiment tout l'idée et de la démo aujourd'hui, et évidemment de l'esprit corollaire, en fait, on a des raccourcis qui se glissent aux endroits précis dans Moodle. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis ce cours, finalement, en voulant créer un tuteur, ça me précharge les ressources. Si j'avais été ailleurs, ça m'aurait préchargé les ressources d'un autre cours. Ici, comment dire, ça va prendre en compte toutes les ressources que Corollaire est capable de gérer. En l'occurrence, vous verrez, c'est assez large. On va même jusqu'au SCORM, tant que le SCORM ne sert pas simplement de support pour une vidéo qui est hébergée ailleurs. Là, il faudrait créer des ponts de connexion qu'on peut créer avec vous, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc on va prendre des PDF, j'en sais rien, des PowerPoint, des vidéos, des liens YouTube. Il y a plein de façons de compléter ça. Okay, donc là, on m'avait présuggéré des ressources liées à ce cours, mais en fait, je pourrais me dire qu'il y a des ressources que je n'ai pas partagées dans mon cours, mais qui pourraient être précieuses pour nourrir cette IA et qui finalement apporteraient une bonne fois pour toutes de la connaissance utile. Et là, vous voyez, du coup, c'est vraiment l'étendue des connaissances. Je pourrais mettre des pages web s'il le faut. OK, je vais me limiter à ça pour le moment. Là, j'ai défini le corpus. Le corpus, c'est le plus important. Donc, ce qu'on s'est dit, à partir de maintenant, on débranche toutes les ressources annexes où on empêche le modèle, peu importe quel modèle il y a derrière, on empêche le modèle d'aller réfléchir ailleurs. On l'utilise uniquement pour sa capacité à comprendre d'une certaine façon les questions qui viendront des stagiaires et régurgiter de façon cohérente et mener la discussion, mais à partir toujours du contexte. Par la suite, je définis ce qu'on appelle le comportement. Le comportement, c'est comment je souhaite que l'IA réponde à mon stagiaire. Est-ce que je veux qu'il apporte une aide immédiate ou est-ce que je veux qu'il le challenge? Et ça, c'est le mode socratique. Je pose des questions jusqu'à ce qu'il finisse par trouver la réponse par lui-même. On peut imaginer bien d'autres comportements avec des réponses plus concises, plus ou moins étendues. Voilà, on sera ravis si vous avez des retours là-dessus. Okay. Par la suite, il y a ce mode practice qui est aujourd'hui composé uniquement du mode quiz. Donc, ça permet de créer une banque de questions à partir de ces ressources. Et une banque de questions qui va être de multiples, avec un grand nombre de types différents. Je peux créer des questions, deux questions à choix multiples, deux questions avec des choix uniques, hop, allez, deux partout, et puis même des questions ouvertes. Et puis là, 4 réponses. En tout cas, ça sera valable pour tous les types QCM. Et puis, dernière étape de mon tuteur, je vais lui donner un nom. OK, Demo e-learning touch, et c'est sur les aides à la conduite. OK. Je peux activer, désactiver quelques options avant de le partager. En l'occurrence, est-ce que je souhaite que mes stagiaires puissent me poser une question directement s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse de l'IA, ou si à l'inverse, s'ils veulent creuser? Vous verrez, il y a une petite fonctionnalité. On peut lever la main dans le chat, si je peux dire de la sorte. Est-ce que je veux forcer la langue? Ça peut être une bonne chose parce que on peut forcer à ce que l'IA réponde tout le temps en français, peu importe les éléments. C'est-à-dire que même si j'avais mis du contenu en anglais et que la question était en espagnol, la question de mon stagiaire, ça répondra forcément en français parce qu'on sait qu'on veut une tenue cohérente de la conversation. Puis, dernier point, c'est la notification par email. Et ça, c'est si vous souhaitez l'activer. En l'occurrence, si vous avez téléchargé 5 ou 6 vidéos, ça peut vite prendre quelques minutes. Bon, vous pouvez aller vous tirer un café et passer à autre chose. Dans tous les cas, vous enverrez un petit mail lorsque c'est prêt. OK. J'avais préparé un autre tuteur. On y reviendra par la suite. Je vais juste rafraîchir. Je ne sais pas si c'est prêt. Ça va prendre entre 45 secondes et 1 minute. Ça va être en fonction du nombre de ressources qu'on va mettre en place. Ce qui se passe à ce stade, c'est pas du fine-tuning du coup. C'est vraiment extraire toute la substantifique moelle de chaque document qui a été mis en entrée. Par la suite, générer des résumés de chacun de ces documents, ce qui vous aidera à vous positionner, à comprendre si les documents ont bien été pris en compte. Et puis aussi, pour nous derrière, finalement, projeter tous ces éléments dans un espace qui permette à l'IA de très facilement se retrouver lorsqu'il y a une question qui arrive
du stagiaire. OK? Hop, ça revient en corollaire. Bon, c'est toujours en train de charger. Je peux vous montrer sur un autre tuteur qui a été préparé auparavant pour vous montrer comment on s'embarque là-dessus. La première chose qui se passe quand le tuteur est prêt, c'est que finalement, on vous rappelle un peu ce que vous devez faire avant de le partager. Je dis ce que vous devez faire, c'est vous êtes concepteur, vous êtes formateur, on a décidé de vous mettre au centre et c'est pour une très bonne raison, c'est qu'on souhaite que vous validiez ce que vous partagez. En fait, vous n'êtes pas là pour laisser quelque chose qui va raconter n'importe quoi. Vous avez pris du temps pour le préparer, prenez le temps pour le valider, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. En l'occurrence, vous pouvez évidemment interagir avec, anticiper quelques questions et voir comment l'IA réagirait. Vérifier le contenu, donc vérifier les ressources que vous avez mis en entrée et comment elles ont été extraites. Ajuster du coup la banque de questions et puis la mind map. Okay, ça, on vous le rappelle. Donc là, je pourrais poser des questions, je le ferai pas, je le ferai tout à l'heure avant d'embarquer. Ça, c'est des ressources qui ont été téléchargées. Hop, voilà, j'ai le PDF, j'ai un aperçu de la source ici, et j'ai même le transcript qui est affiché. J'ai une banque de questions. Donc là, c'est toutes les questions qui ont été générées. Vous voyez, j'ai des vrais faux, j'ai des textes à trous, j'ai des choix uniques, j'ai vraiment fait plein de choses. Et chacune de ces questions, je peux décider évidemment de les éditer. On voit les questions apparaître. On est en train de prévoir le mode table pour que ce soit aussi lisible. Et puis, si vraiment ça ne me plaît pas, en fait, ça c'était celle-là qui était bonne. Hop, j'en sais rien. J'ai aucun problème à le faire et puis je pourrais tout modifier. OK? Et ça, en fait, il y a un truc qui est sympa, c'est que je peux aussi l'exporter, si je le souhaite, vers un modèle XML. Et on a même prévu pour cette occasion, d'ailleurs, un outil spécifique qui permet juste de créer les questions. Si vraiment c'est une des raisons pour lesquelles vous adorez Corollaire et que vous n'avez pas tout le temps envie de créer des tuteurs, il y a un outil qui s'appelle générateur de quiz et vous verrez, vous pourrez très facilement gérer ces questions, hop, les exporter, PDF, ce que vous voulez, et même tester le quiz dans un autre onglet pour gérer un peu une expérience. Voilà, ça c'est les prochaines étapes de Corollaire pour faire des petites briques un peu plus modulaires, comme l'expliquait Thomas. Bon, je reviens à mes moutons. Cette banque de questions, il faut la valider en quelque sorte. Vous validez aussi la carte, du coup, ce qu'on appelle la mind map. Et donc là, vous avez une vue aplatie de l'ensemble des connaissances auxquelles a accès le tuteur. Si les questions dérivent de ça, sans spécialement aller jusqu'à des questions sur la Coupe du Monde, en l'occurrence, si vraiment on commence à poser des questions qui sont en dehors du sujet, l'IA ne répondra pas. Et puis ensuite, l'historique des conversations. Et l'historique des conversations, voilà, en l'occurrence, c'est un tuteur que j'ai partagé, donc il commence à avoir des conversations et je peux les voir. Je peux décider de les anonymiser, évidemment, ce qui peut être un choix au niveau de l'organisation, mais ça peut aussi avoir un sens de juste demander d'avoir le nom et voilà. Et en fait, quand il commence à avoir des conversations, ce qui est bien, c'est que nous, on a un petit module qui tourne au-dessus, qui va automatiquement catégoriser toutes ces conversations. Et c'est là où c'est précieux, c'est que c'est là où on va vous permettre, au-delà de transformer la façon dont vous animez les formations et choses comme ça, on va pouvoir aussi, comment dire, transformer la formation en elle-même. C'est-à-dire la formation, le contenu que j'avais mis, je peux me dire qu'en fait, il y a peut-être des choses à améliorer directement parce que je vois que j'ai des questions récurrentes sur ces sujets-là. OK? Donc vraiment, c'est au-delà d'une certaine façon, réinventer le cours ou décharger, c'est-à-dire décharger le formateur d'un certain nombre de questions qui lui arriveraient dans sa boîte mail ou par le forum. En fait, ça vous permet surtout d'avoir une vision beaucoup plus précise de là où vos stagiaires bloquent et là où la formation peut avoir je dirais, des trous dans la raquette. Okay, bon, je ne sais pas pourquoi ce petit truc ne fonctionne pas. On va dire que c'est l'effet démo. Bon, on va aller quand même jusqu'au bout avec ce tuteur-là. Il est prêt. J'aurais pu modifier plein de choses encore. Hein, vraiment, là, on vous redonne la main sur tout ce que vous avez paramétré de toute façon. Une fois que c'est prêt, j'ai plus qu'à le publier. Le publier, ça veut dire simplement cliquer sur publier. Donc là, il va être disponible. Maintenant, je le partage où je le souhaite. Il y a plein de façons de le faire. Si je suis en dehors de Moodle, si j'ai mon propre LMS, CMS, site, peu importe, j'ai plein de façons très très sympas de copier-coller une petite balise et ça tourne. Mais là, puisqu'on est dans Moodle, ce qui est génial, c'est qu'on vous a préchargé les cours auxquels vous avez accès. Je veux dire auxquels vous avez accès. On réplique simplement votre rôle de formateur, les cours que vous avez créés ou que vous avez le droit de manager. Et dans ce cas, par exemple, bon là, c'est un ancien tuteur sur des mécanismes financiers, mais on va se projeter pour pas bloquer
la démo, je pourrais décider que ce tuteur, à partir de maintenant, il est disponible sur le système d'aide à la conduite. Okay, c'est ce que j'ai voulu créer tout à l'heure. Là, si je l'associe et que maintenant je le retourne, je pourrais même, pour aller jusqu'au bout, je peux même retourner, je vais prendre le rôle d'étudiant, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Finalement, c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas vraiment différent. Je vais dans le système de la conduite, et là, en fait, maintenant, dans le système de la conduite, j'ai mon tuteur qui est disponible. Okay, bon, voilà, il est prêt pour m'aider sur les concepts financiers, mais, mais finalement, il est prêt aussi pour, enfin, si c'était le tuteur que j'avais préparé, il est prêt pour les aider à la conduite sans problème. Okay, la conversation commence. Pareil, petit onboarding pour l'étudiant. Voilà ce que tu peux faire sans problème. Mais il y a aussi des choses que tu ne pourras pas faire, en l'occurrence si les questions débordent. Ok. Et n'oublie pas, c'est enregistré à but analytique. Ça vaut le coup de le rappeler. On a fait des expériences. Enfin, je dirais que en déployant Corollaire à l'échelle, on est capable de voir à quel point il y a des stagiaires et même parfois quand on est sur de la population étudiante peuvent dériver. Bon, c'est enregistré, ça sert à améliorer le cours et puis aussi à avoir les petits malins. Je pourrais poser n'importe quelle question. Là, on reste du coup sur les mécanismes financiers. Je suis désolé de faire sauter ça, mais en l'occurrence, comment rédiger un bilan? Je pose ma question, je vais avoir une réponse assez directe puisque je suis resté dans ce comportement-là. Ok, bon bah là c'est pour le coup très complet. Ça dérivera jamais. Et puis, ça me pointe vers les ressources originales. Donc, je peux me repointer à tout moment vers le PDF sans souci. OK? Je pourrais décider de continuer la conversation à l'infini. Je vous laisserai tester par vous-même. Content ou pas content, ça nous sert aussi par la suite à améliorer s'il faut les différentes étapes par lesquelles ça passe. Je pourrais décider de régénérer la réponse. Je peux aussi passer en mode quiz. Et le mode quiz, c'est finalement les questions qui ont été préparées et validées par mon prof, je peux l'utiliser assez simplement. OK, hop. Il y a un mélange, il y a des questions ouvertes aussi. Comment capitaliser? Oh bah là, c'est génial. C'est là où on se rend compte que pour un entrepreneur, mes compétences s'arrêtent là. Et bah, je sais pas. L'avantage, c'est Corollaire, c'est vraiment un but motivationnel. Je dirais, encodé profondément dans et les valeurs de la boîte et évidemment notre système, ce qui fait on va quand même lui dire c'est pas grave, enfin, tu sais pas, mais continue. Et même si à la fin on se rend compte que je suis pas très bon, bah déjà c'est pas mal. En fait, merci d'avoir participé. C'est vraiment l'idée. Et puis il y a la mind map qui est toujours accessible. On est en train de rajouter là des fonctionnalités qui vont être assez utiles pour éviter aussi le côté feuille blanche et même rester bloqué d'un étudiant qui peut être déjà bloqué sur le cours, mais qui lui-même peut se dire en fait Corollaire c'est puissant, mais c'est puissant jusqu'où? Et en fait, on va suggérer un certain nombre de chemins qu'il peut emprunter pour qu'il continue à creuser et qu'on suive d'une certaine façon le progrès. Et donc, au-delà de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la catégorisation des réponses, on aura aussi une vue par stagiaire, par étudiant, par employé, du progrès sur ce sujet-là. Et en fait, le tuteur, bon, on peut toujours s'y référer, on peut même le mettre dans la poche. Vous voyez ici, continuer sur mobile, on a commencé sur Moodle, mais Moodle, c'est super pour suivre les ressources en tant que telles, mais pour être avec le tuteur, potentiellement, je peux continuer en dehors de Moodle. Je prends mon téléphone, je scanne, je mets un petit code et puis en fait, je peux continuer cette exacte conversation sur mon téléphone. Voilà. Donc, mon tuteur, je peux rebasculer dans mon rôle normal. Mon tuteur, il a cette vie et puis par la suite, et ben en fait, moi, en tant que formateur, je peux continuer à suivre l'usage de façon assez fine. Puis, comme je vous disais, d'autres analytiques. Voilà à peu près pour le tour de la solution. Je ne sais pas s'il y a des questions, d'autres fonctionnalités ou d'autres demandes dont j'aurais pas fait la démonstration. Il y a une petite demande de Joël qui demande possible source dynamique telle que légale réglementaire. OK. Quand on entend par source dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je branche une page web, mais potentiellement cette page web sera mise à jour j'en sais rien, moi, le 30 mai, et en fait, on attendrait que Corollaire automatiquement ait récupéré la dernière source. C'est ça, Joël?
Ouais. On y réfléchit, franchement. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va mettre en place. Ouais. Autant ça c'est un très très bon point. Donc les sources dynamiques de manière générale, et ça pourrait être aussi valable d'ailleurs dans Moodle. Oui, d'accord, ok. Bah ouais, totalement. Je pense que le réglementaire, ouais, les textes de loi, des choses comme ça, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Euh, ça c'est assez certain. Et par exemple, dans Moodle, ça peut arriver aussi que je mette mon cours à jour en tant que tel. J'avais créé un tuteur dessus. Si j'activais cette option dynamique, en l'occurrence, parce qu'on y réfléchit beaucoup, et ben le cours est mis à jour, le tuteur réplique ces mises à jour aussi. Pour des pages web, ça impliquerait aussi pour nous de mettre en place un rafraîchissement. Ça peut pas être un rafraîchissement temps réel parce que bah, il y aura autant de cas il y aura vraiment beaucoup de trucs, quoi. Mais potentiellement tous les jours, on pourrait décider de vérifier si cette page a été mise à jour et si oui, on met bien les ressources à jour. Type RAG, qu'est-ce que vous entendez par là? Quel est le fonctionnement de corollaire derrière? Ou je sais pas. Mais Joël, le si vous voulez, RAG, vous pouvez activer votre micro aussi, hein. Si c'est plus facile que tout écrire. le RAG, c'est bien ça en fait, la technologie qu'il y a derrière, c'est un ensemble et de RAG, du coup vraiment ça. Aller chercher au bon endroit les informations dans ce qui a été déposé, et venir enrichir notre étape. Donc voilà. Bibliothèque, accès PDD, oui, totalement. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, Joël, on peut continuer la conversation comme ça. Aujourd'hui, en fait, ma bibliothèque, il y a une bibliothèque corollaire, qui sont tous les documents qui ont été déposés déjà sur corollaire et qui peuvent resservir. Ok, là typiquement, moi j'ai ce document-là, là, il est plus attaché, mais il m'a déjà été utile et je pourrais décider de recréer un tuteur directement à partir de la bibliothèque. Et je pourrais aussi dire que ces documents doivent tout le temps être à jour. Donc, je définis un lien et je le mets en dynamique et voilà. On a eu des demandes récemment, on l'a découvert, des enseignants dans le supérieur, on ne pensait pas, qui utilisent Notion. Et Notion, c'est très mouvant, en fait. Donc, ça peut être vraiment ça. Google Drive, pareil. Et puis, en entreprise, des SharePoint, voilà. Des endroits, des ressources qui sont en effet dynamiques. Totalement imaginable. C'est un besoin chez vous, je ne sais pas, euh, Joël, du coup, vous, en tant que formateur, c'est quoi, comment dire, le cas d'usage que vous imaginez derrière, au-delà du réglementaire sur la douane, c'est quoi? Vous faites évoluer vos formations, vous voulez absolument que si vous avez mis un tuteur dessus, ça réplique cela. Vous voulez simplement partager, ne pas faire de digital learning et partager ce tuteur pour avoir les dernières mises à jour pour que les stagiaires bossent la loi. À école de commerce, ça évolue vite. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'à école de commerce, c'est-à-dire que les cours sont tout le temps mouvants ou à l'inverse, enfin, ou justement, il faut absolument les cours. Ce qu'il y a derrière est mouvant, mais les cours ne le répliquent pas assez, quoi. C'est ce qu'on voudrait, ce qu'on attendrait de corollaire. Bah, en tous les cas, de manière générale, hein, oui, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr, tout bouge très vite. Mais tout à fait. Enfin, de manière générale, ça repose bien du coup sur du RAG. Donc, ingérer ses ressources, les stocker, les indexer, aller chercher la dernière, enfin les bons éléments. Donc, les bons éléments, ça pourrait dire la dernière version de ces éléments, en l'occurrence, pour venir nourrir et formuler une réponse. Ce qui passe, avant de formuler une réponse, par 3 ou 4 étapes, en l'occurrence, chez Corollaire, et ce qui déclenche même une dernière étape ou 2 dernières étapes a posteriori pour analyser la satisfaction et le progrès. Ouais, tout bouge vite. Et ouais, on pourrait tout à fait imaginer ça, activer cette option. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, Romain, j'ai une petite Jonathan. question.
Ouais. Il me semble pas que tu aies montré ou que tu aies précisé, mais on peut modifier tout l'interface de corollaire pour que ça corresponde à notre plateforme e-learning aussi. Ça, tout à fait. Donc ça, c'est les options au niveau de l'organisation. Je me suis mis dans la peau du formateur, mais on pourrait même considérer que j'ai ce double rôle. À la fois, je suis le formateur, je suis le owner de ma plateforme Moodle. Et dans ce cas, en fait, je peux tout modifier. Alors là, ça s'appelle Corollaire School pour changer. Ça va pas changer grand-chose. Anonymiser les conversations. En effet, c'est ces options-là. Personnifier le tuteur. Et ça, je vais personnifier le tuteur à l'échelle de mon organisation. Je suis, euh, enfin, je sais pas, moi, et ben, en fait, je suis e-learning touch et je crée un tuteur qui s'appelle ELTIA. Et à partir de maintenant, en fait, les tuteurs, je sais pas si vous l'aviez remarqué tout à l'heure, mais les tuteurs, ah bah voilà, il est prêt, mon petit tuteur de tout à l'heure. Très bien. Voilà. Bonjour Romain, je suis ELTIA, ton tuteur IA. Voilà, ça c'est le genre d'option qu'on peut rajouter à l'échelle de l'organisation. Souvent, il y a un marketing autour du développement de tout ça. OK. Afficher ou pas les cours cachés dans Moodle. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment propres à Moodle. Décider d'autres options. Et puis surtout, ce côté un peu marque blanche. Il y a des choses qui peuvent vraiment m'intéresser. Bon, le problème, c'est que j'ai pas d'image en local, mais je peux tout à fait changer le logo, etc. Et même la couleur. Et là, si je retourne, hop, je vais voir si ça a été bien enregistré. Voilà. Là, c'est jaune. Je pourrais changer le logo. Je pourrais changer le logo ici. Voilà. Ce qui peut être vraiment précieux parce que ce qu'on veut, encore une fois, c'est vous donner la main là-dessus et même, c'est d'autres trucs auxquels on pense. En fait, si c'est vraiment le prolongement, parfois on a envie de justement un peu ouais, bien le maquiller, montrer. En fait, nous, on n'a pas envie de, comment dire, on n'a pas envie de dire qu'il y a, c'est magique. On a vraiment envie de montrer que c'est à la fois le meilleur assistant pour le prof, et en même temps le meilleur assistant, pour le prof, pour le formateur, en même temps c'est le meilleur assistant pour euh, full stagiaire. Donc, on pourrait vraiment imaginer plein de choses pour vraiment comprendre, personnifier le tuteur, et qui pourrait d'ailleurs, par exemple, répondre, bah là, je sais pas. Je sais pas, par contre, demande à un tel qui est finalement le formateur. En fait, le formateur aura paramétré pour dire que dès qu'il savait pas, il pouvait le faire, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai pas montré, mais finalement, ma question là, si j'avais pas été satisfait, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux lever la main, je peux le faire. Et là, je l'envoie. Comment rédiger un bilan? Faut que je suis pas satisfait. Bon, je lève la main. Et là, je repose cette exacte même question. Comment, euh, comment rédiger un bilan? Et puis, si je reviens dans Corollaire, moi, hop, en tant que formateur, dans mes conversations, j'ai aussi une petite pile de questions qui m'attend et auxquelles je prendrai soin de répondre finalement individuellement. En me demandant comment rédiger un bilan. Hop, vu que je suis assez sympa. Hop, c'est quand même pas compliqué. Je ne vais pas donner la réponse. Je vais juste mis un taquet. Mais par contre, quand il reviendra, il aura un peu comme WhatsApp. Vous voyez, on répond à cet échange-là. Donc, on essaye vraiment comment dire, de continuer à faire en sorte que ce soit. Enfin, il y a cette idée de continuum, quoi. Il n'y a pas le formateur qui s'abandonne complètement, qui n'a plus rien à faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça et mettre le tuteur en autopilote et puis partir. Mais c'est vraiment continuer ce lien avant, pendant, en dehors de la formation, quoi. OK pour le Et puis, vouvoiement bien nécessaire. Ouais, bah oui, c'est des options qu'on voit là. On est en train de finaliser ça. On sait qu'il y a des habitudes dans les OF où ils continuent de vouvoyer les stagiaires. Voilà, nous, le tuteur est assez, comme on disait, motivationnel, familier, mais on peut changer ça. On pourrait imaginer d'autres choses. Il y a des choses même auxquelles on n'a pas pensé, c'est certain. et puis Romain aussi, si je dis pas de bêtises, tu as la possibilité de partager ton tuteur en dehors de Moodle, par exemple sur quelqu'un qui fait des cours peut-être hybrides et qui a besoin de partager avec des étudiants qui sont en présentiel, pour qu'ils puissent Totalement. répondre. Totalement. Et je vais vous dire, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on avait pensé Corollaire avant en dehors de Moodle. Donc finalement, c'est venu avant et il y a plein de façons de le faire. Je peux le partager comme une iframe, ça c'est chouette. Tu peux l'envoyer comme ça. Donc là, c'est vraiment en version intégrée. Et puis je peux décider de le partager en dehors. Et là, c'est juste un petit lien que j'ai à copier-coller. Je peux le faire et je peux même l'envoyer par email. Et là, ceux qui souhaitent d'ailleurs dialoguer avec celui-là, si vous m'envoyez votre email dans le chat, je vous l'envoie et vous l'aurez dans cette expérience étudiante. Donc vous pourrez poser toutes les questions sur, en l'occurrence,
tout ce qu'il y a là, hein, donc ce que je montrais tout à l'heure. Là, vraiment, c'est un tuteur assez complet, hein, qui va vous permettre, si vraiment ça vous intéresse, de bosser ça. Je vous l'envoie par email, je vous copie un lien et vous aurez cette expérience. Et puis en plus, elle a été vraiment pensée responsive, donc vous pourrez même interagir avec sur mobile. Là, il n'y a pas de, comment dire, on essaie d'enlever le plus de friction possible. C'est-à-dire que si vous souhaitez le partager même pendant la formation, sans que personne n'ait à créer de compte, bon, bah, vous le partagez, c'est très bien. Vous pouvez juste demander un petit prénom et puis bah, là, c'est comme ça vous risque des périls comme sur Kahoot ou sur WooClap où parfois vous voyez des podiums qui s'affichent. Ça, on le voit très bien où tout le monde a inventé et s'appelle Toto. Mais voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez le protéger par mot de passe si d'ailleurs vous avez la volonté de le faire. Voilà, ça c'est vraiment c'est simple. On pense encore à d'autres options pour le partager, pour que ce soit toujours disponible. On imagine par exemple le rendre disponible dans des Microsoft Teams, des Slack, des choses comme ça. S'il décide de changer de LMS, bon, bah, c'est Théo qui sera pas content si vous quittez Moodle, mais si vous changez de LMS, aujourd'hui, on a déjà des compatibilités, comme je vous montrais, assez simples. Vous pouvez le mettre ici je disais, comme une bulle de chat. Donc là, c'est vraiment le chat, vous allez voir, hein, c'est un peu comme si vous étiez sur Intercom, des choses comme ça, des chatbots beaucoup plus, un peu plus commerciaux, par exemple. Mais vous voyez, je vais vous montrer dans une page web vide et que vous puissiez vous projeter. Et en général, il y a toujours de la place dans un cours que vous avez designé, peu importe le LMS que vous avez choisi pour un petit bloc HTML. Et en fait, vous faites la même chose. La seule différence aujourd'hui par rapport à l'intégration complète Moodle, c'est qu'on ne va pas automatiquement récupérer euh, l'authentification des utilisateurs. On va pas pouvoir aller piocher directement les ressources du LMS, etc. En revanche, il faut changer de LMS et que nous, on voit qu'il y a 1, 2, 3 clients qui me disent si c'est, j'en sais rien, moi, Cornerstone 360, peu importe, je pourrais tous les citer pour éviter de faire de la pub. En fait, on n'aura pas de problème à aller bosser avec vous ou avec eux pour faire le même type d'intégration, récupérer les ressources à la racine. Voilà, c'est vraiment ça qui va vous intéresser. Et vous voyez, voilà, là, c'est le tuteur intégré comme ça, mais je pouvais l'intégrer sur le côté comme tout à l'heure. Et voilà, là, c'est disponible. Et il y avait une petite question de ligne juste dessus qui demandait, disposez-vous d'une version en anglais? On dispose d'une version en anglais, en espagnol. Euh, Voilà, là, tout est basculé en anglais, vous voyez. Euh, et donc ça, c'est en anglais, je veux dire, dans l'interface, dans les boutons, vous voyez, c'est une preview, ressources, etc. Je pourrais décider, et c'est autre chose. Donc là, si je clear le chat, je veux dire par là, hop, je peux rebasculer en mode auto, c'est deux choses différentes. Si je clear le chat, je suis en anglais. Hop, je sais pas si ça va être bon. Du coup, bah non, là, je suis dans la conversation. Mais en tout cas, tous les boutons sont disponibles en anglais sans souci. Enfin, vous voyez, et là, j'ai rebasculé en français, évidemment. Hop. Et c'est une deuxième chose. La conversation est disponible, par contre, dans bien plus de langues. Autant là, l'anglais, l'espagnol, le français, c'est nous, c'est l'interface. On doit prévoir chaque bouton, essayer de le penser et voir qu'est-ce que ça signifie. Et puis ensuite, dans la disponibilité de la langue, qu'on peut changer là quand on converse, que les étudiants, les stagiaires peuvent changer eux-mêmes lorsqu'ils sont du coup sur le cours, ce que je montrais tout à l'heure. Euh, Là, c'est disponible dans bien plus de langues. Et en l'occurrence, on le voit ici. Soit on bascule en mode auto, et là, c'est l'IA qui détermine pour essayer de. Comme quand vous êtes, j'en sais rien, moi, sur le chat ou sur ChatGPT, vous posez une question en français, dans la mesure du possible, essayez de vous répondre en français. Bon, bah, nous, on a la complexité on a la question qui est en français, on a le contenu qui est dans une certaine langue, qui n'est pas spécialement en français, et on va essayer de faire la réponse qui a le plus de sens possible. Ça, c'est auto. OK? Et puis après, bah, en fait, ce qu'on voit, et enfin, vraiment, je vais vous étonner là-dessus, mais là où on a le plus de demandes, c'est dans les pays d'Amérique latine. Euh, et en l'occurrence, bah là, il y a autant de besoins de conversation en espagnol, mais aussi en portugais. On a des partenaires Moodle en Grèce. On a des partenaires Moodle en Inde. Et en fait, du coup, on peut très facilement mener la conversation là-dessus. C'est-à-dire que là, ça va forcer à répondre en indien, même si je demandais la même question que tout à l'heure, comment rédiger un bilan. Voilà. Là, si moi j'ai décidé que ça me répond en indien, ben voilà, là, ça me répond
en indien. Et pour ce qui est de la question quel est le moteur de traduction, en fait, le moteur de traduction, c'est le même que les LLM qu'on va utiliser, qui sont généralement plutôt très bien pensés et très forts pour la compréhension du langage et la traduction du langage. Et donc Thomas l'a introduit tout à l'heure. Aujourd'hui, on repose sur un mix de modèles parce que en fait, ça enchaîne beaucoup de tâches corollaires. C'est pas simplement on pose une question, on va essayer de fournir une réponse comme ça, c'est-à-dire on l'a plugué à, je sais rien, de l'API d'OpenAI. Aujourd'hui, on repose sur les modèles qui tournent sur Azure, donc Microsoft Azure, puisque aujourd'hui, sinon l'alternative ce serait assez compliqué, mais ce serait les modèles de Mistral directement sur leur plateforme ou le faire tourner chez nous ou chez vous des modèles open source. Si vous en avez, on sera ravis de se plugger à ça. On a un mix de modèles qui tournent sur Azure en France sur les serveurs à Paris. Ça, c'est une autre garantie qu'on apporte. Tous nos serveurs sont sur Scaleway, mais juste les modèles, quand on les utilise, c'est sur Azure et on utilise autant les derniers modèles d'OpenAI et puis parfois des petits modèles, typiquement pour faire de la traduction, pour faire du résumé, des choses comme ça. On n'a besoin que de petits modèles qui nous coûtent moins cher et puis surtout qui apportent une réponse très très rapide pour les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, on peut tout à fait basculer sur une combinaison de modèles type Google Gemini si c'est vraiment ce que vous souhaitez, type Yama 4. Voilà. Nous, ce qu'on essaye, c'est surtout de maintenir la qualité. Et aujourd'hui, les grands modèles sont quand même les plus performants pour apporter cette qualité et cette latence faible, quoi. Côté admin, on peut mixer les modèles. Non, on peut pas, on n'a pas, et je vous ai pas montré d'option là-dessus dans l'organisation. On n'a pas encore, au niveau de l'organisation, pour vous dire sélectionner tel modèle. C'est plus une bascule qu'on fait chez nous. C'est plus une bascule qu'on fait chez nous. Et là, c'est du paramétrage supplémentaire de notre côté. Mais on essaye vraiment de tout prévoir. Et même le cas extrême, on arrive dans une entreprise, un OF qui nous dit, bah, nous, on est assez avancé, on est très mature sur l'IA. Je vais même vous dire, on fait tourner Yama sur nos propres serveurs, ce qui peut peut-être leur coûter très cher d'ailleurs, mais par contre, on serait ravis d'en profiter. Bah, on leur demande à quelle adresse, quel est le serveur sur lequel ça tourne. Bah, parfait. On va se plugger là-dessus et à partir de maintenant, vous, votre interface corollaire et l'ensemble des interactions dépendront de ces modèles ou cette combinaison de modèles. Ce qui est pas, ce qui est quand même une sacrée avancée, quoi. Ok, Lynn, je sais pas, je vois 3 petits points dans la réponse. Je sais pas si c'était suffisant comme réponse sur l'interface en anglais. Théo, est-ce que j'ai raté d'autres questions d'ailleurs? Non, il me semble que c'était bon. Ok, très bien. Ok, je ne sais pas si toi il t'en restait, s'il en reste dans Moi, l'audience c'était tout en bon. particulier. Bon, voilà. Pour le reste, et ben en fait, il y a une façon très simple. Enfin, je pense que si vous, au-delà de la démo, vous dites, bah, euh, il y a peut-être des possibilités de regarder comment ça s'intègre dans ma formation. Euh, Par e-learning touch, Théo, Azilis seront là-dessus vos meilleurs amis, particulièrement si l'instance tourne chez eux. Je pense qu'ils pourront en quelques clics l'installer. Mais sinon, le plugin est de toute façon disponible directement. Là, si je vais sur le Moodle plugin, c'est disponible en open source. Donc déjà, vous pouvez auditer aussi le code qu'on a développé pour ce plugin. Et vous avez le plugin corollaire, vous l'installez. C'est assez simple. Vous voyez, aujourd'hui, on a plus de 200 téléchargements et ces 200 téléchargements, et certains qui sont sûrement restés dans les téléchargements et l'archive. Mais par contre, il est vraiment installé sur 60 instances Moodle publiques. Vous pouvez l'installer facilement, tester par vous-même. Ça vous crée automatiquement une clé pour que vous puissiez tester en version d'essai. Créer un premier tuteur, créer avec 3 sources. On limite à 3 sources, mais c'est parce que c'est une version de test. Si derrière ça vous plaît, et ben on commence à discuter ou vous passez par e-learning boulevard. Voilà. La meilleure façon de procéder, ce sera la vôtre de toute façon. Ok. Et puis sinon, je remets mon contact dans le chat.
Voilà, n'hésitez pas. Et je vais mettre le mien aussi si vous voulez comme ça tester en plus avec du Moodle. Euh, Question sur les tarifs. Très bonne question, Joël. Je vais être honnête avec vous. On est en train de complètement bouleverser. On a testé pendant très longtemps une tarification à l'usage et on se rend compte qu'on est en train de faire une usine à gaz avec ces tarifications à l'usage. Euh, donc, on est en train de revoir. C'est quand je disais tarification à l'usage, c'est-à-dire que les clients payaient pour des crédits et puis ensuite ils répartissaient. S'ils créaient 15 tweeters et de toute façon qu'ils avaient acheté que 5000 crédits, en l'occurrence à peu près 5000 messages ou 5000 interactions, c'est-à-dire des quiz, des choses comme ça, et ben ça se répartissait et puis ça se bloquait. En fait, c'est très difficile d'estimer. Voilà. On a créé une usine à gaz. C'était la plus simple pour tout le monde en réalité pour les coûts de tous, mais trop compliqué. Donc on regarde, est-ce qu'on rebascule en se disant que de toute façon, vu que c'est le meilleur ami du formateur, ben en fait, euh, on fait payer par formateur, ce qui est un prix du coup plus élevé. Est-ce qu'on fait payer par tuteur parce qu'on se dit qu'on met vraiment du sens et on passe vraiment du temps à créer chaque tuteur et un tuteur égale en général une formation ou une séance. On est en train de rebalancer tout ça. Ouais, mais euh, même pour nous, aujourd'hui, ben, dans tous les cas, là Thomas est parti parce qu'il enchaînait tout de suite sur un rendez-vous. Euh, Mettez-moi un petit mail. Je pense que Thomas sera le plus à même de vous parler de tout ça. Ouais, ça c'est en effet les chat GPT, OpenAI, mais bon, j'ai envie de vous dire que eux soient pas rentables, c'est pas trop mon problème. Mon intérêt, c'est que moi je le sois. Enfin, je veux dire qu'on relève le soit. Euh, on l'est, enfin, en réalité. Euh, et c'est une facture différente parce que nous, on paye pas OpenAI. En fait, OpenAI se débrouille avec Microsoft. Nous, on paye à Azure, on paye à Google, on paye à Mistral s'il le faut, s'il les a en direct, ou on payerait directement nos propres coûts si on fait tourner du coup un modèle open source qui aujourd'hui sont pas encore assez, enfin qui sont pas au même niveau que ceux dont je vous ai parlé avant et qui nous coûteraient très cher, à peu près 10 € de l'heure. Et là, 10 € de l'heure, là je retomberais dans le même cas où en effet je suis pas rentable vu l'usage. Donc voilà. Donc, la tarification évolue beaucoup. Je pense qu'on va se rapprocher beaucoup de la tarification au tuteur. Comme ça, ça vous force aussi à avoir un certain sens et pas créer 1000 tuteurs en se disant voilà. En fait, c'est là où on se rend compte que, en général, corollaire, il n'y a pas d'usage quand on fait 1000 tuteurs et qu'on se dit voilà. Puis en fait, on ne publie pas les tuteurs, on les attache pas, donc ils restent vivoter dans l'interface du formateur. Euh, voilà. Mais c'est une centaine d'euros par tuteur. Et c'est pas des milliers d'euros par tuteur, c'est une centaine d'euros par tuteur par mois. Et puis derrière, message limité, enfin vraiment essayer de lever tous les verrous pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête là-dessus. Et ça inclut toutes les fonctionnalités qu'on a pu vous montrer. Même pour l'instant, la marque blanche, la personnalisation, où on n'impose pas, enfin, on veut pas faire une grille tarifaire à la Salesforce là-dessus, quoi. Euh, OK, et puis Learning Boulevard, on leur communique nos tarifs quand on les met à jour aussi. Donc, dans tous les cas, quand vous utilisez d'une certaine façon sur la plateforme de Learning Boulevard, soit vous contactez Learning Touch, ils seront aussi en mesure de vous donner les tarifs. Mais mettez-nous un petit email. Thomas vous rappellera dans la journée ou demain et on saura vous dire. Bon, bah, merci beaucoup, Romain. Parfait. Et ben, je vais prendre votre email. Et ben, c'est nickel. C'est moi qui vais vous mettre un email comme ça. On va faire ça en chemin. Bon, et ben, c'est super. Merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas, vous avez mon contact pour la suite, vous avez le contact de Théo. N'hésitez pas du coup à tester Corollaire, soit via le plugin, soit sur app.corollaire.com. Ça, je peux le remettre aussi. Ça, c'est la version du coup en standalone, hein. Ça n'ira pas récupérer vos ressources Moodle directement. Ce sera plutôt vous qui déposez vos PDF, qui créez un tuteur et le partagez comme on l'a montré tout à l'heure, hein, par email, en copiant-collant un lien. Mais voilà. Merci, vraiment. Et puis à très bientôt, j'espère. Théo, merci pour l'animation. Bah, avec grand plaisir et merci toi aussi pour l'animation, pour cette découverte à tout le monde de Corollaire. Ouais, mais c'était super. Très bonne semaine à tous. Ouais, merci tout le Et puis à monde. très vite alors. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.